Denis Hameau, bonjour, très heureux de vous avoir avec nous. Bonjour. Alors, vous avez des responsabilités élargies à Dijon, si vous pouvez nous les préciser. Alors écoutez, à Dijon, je suis adjoint du maire François Rebsamen et je suis aussi dans son équipe à la métropole en charge donc de la question de la ville intelligente, hein, nos Sustainable Cities. Et donc, j'ai aussi le sujet de l'hydrogène et de l'enseignement supérieur. Voilà. Et puis, Parfait. Alors, on est sur un format de 9 minutes assez proche et assez dynamique. Je vous oui. propose de démarrer directement pour nous présenter un peu les grands points du coup de cette ambition et des travaux en cours sur Dijon. Écoutez, d'abord, vous dire simplement qu'à Dijon Métropole, nous avons travaillé sur le projet On Dijon, qui part d'abord d'une logique d'infrastructure. Dijon est situé entre un triangle entre Paris, Strasbourg et Lyon, et donc notre enjeu était de mobiliser les différentes dynamiques, à la fois en lien avec l'enseignement supérieur et la recherche, puisqu'il s'agit de compléter notre dispositif, mais aussi d'imaginer comment on peut piloter à l'échelle des 23 communes de la métropole de manière, entre guillemets, intelligente à partir des technologies, mais aussi en mobilisant les citoyens à travers le portail citoyen et les savoir-faire et les grandes filières locales, en mobilisant l'ensemble des dynamiques pour créer ce territoire intelligent. Parfait. Alors, un exemple des politiques des transitions dans notre territoire qui portent des grands projets, je vais vous en prendre quelques-uns comme H2020 Response, qui est un projet emblématique européen, le seul retenu à l'échelle européenne sur 12, et où on travaille à mettre en œuvre 2 quartiers à énergie positive. Donc là, c'est à l'échelle de 2 quartiers où on va travailler avec les citoyens, travailler sur les infrastructures, travailler sur les bâtiments pour amener progressivement à la fois des gains en termes d'économie sur les enjeux autour du carbone, hein, CO2, et puis aussi des usages qui permettent de faire sur le pouvoir d'achat des citoyens des économies et des gains pour eux. Parfait. Deuxième projet, territoire d'alimentation durable, sur les enjeux comment on s'alimente demain au sein d'une métropole, en lien avec une alliance des territoires et des territoires ruraux autour. Et puis, On Dijon, comment on pilote cette ville et d'une certaine manière aussi, comment on associe les citoyens dans la rénovation urbaine, comment on construit la ville durable, et aussi comment sur le plan éthique, on a des débats pour voir comment on utilise les technologies et les données. Parfait. Voilà, donc très rapidement, Dijon Métropole, 23 communes, 258 000 habitants, 40 000 étudiants. Donc sur le précédent mandat, on a gagné 6 000 étudiants, un taux de chômage qui est très faible, et puis surtout 1 milliard d'euros d'investissement en 15 ans. Et ce qui valide cette politique, c'est à la fois qu'on est devenu la première métropole de taille intermédiaire la plus attractive pour le business, ça c'était en 2018, et on a une démographie positive de 1%. Ce qui valide les choix politiques. Finalement, les gens votent avec leurs pieds. Voilà. Notre bassin d'emploi, 175 000 emplois, avec des forces, je vous en ai parlé, l'agriculture, l'industrie, la construction. C'est pour ça qu'on a complété notre dispositif d'enseignement supérieur avec le STP, le tertiaire, et puis une très forte augmentation de la R&D depuis 10 ans, plus 65%, ce qui là aussi est un signe de dynamique pour notre territoire. Parfait. 4 filières d'excellence, agronomie, agroalimentaire, le numérique, Smart City, Smart Building, Food Tech, Industrie 4.0, un écosystème numérique qui croît et qui est en train d'émerger fortement, le tourisme évidemment avec une cité internationale de la gastronomie et du vin qu'on inaugurera l'année prochaine, et puis un point fort aussi de Dijon, tout le dispositif santé, pharmacie, dispositifs médicaux. Je reviendrai sur les projets là-dessus. Voilà, donc Dijon Alimentation Durable à 2030 pour vous montrer un peu comment on travaille. L'idée, c'est dans une boucle qui part de mieux produire pour mieux manger, d'avoir finalement des leviers de transformation sur notre territoire. Comment on fait évoluer les pratiques, comment on diagnostique et à travers des plateformes, des ferments. Donc là, la recherche est très importante. Les partenariats aussi privés avec des coopératives et des grands industriels. Comment on préserve et on valorise localement nos ressources et ensuite comment on implique les populations les plus vulnérables. On a aussi un projet où il s'agit d'inclure les gens et pas seulement permettre à ceux qui ont les moyens de bien manger.
Et puis ensuite, on a un levier au sein de la collectivité, c'est la mobilisation de la restauration, qu'elle soit collective ou qu'elle soit la restauration privée avec des grands restaurateurs qui ont envie d'être dans le projet. Très bien. Voilà, l'enseignement supérieur, je vous en ai parlé, la recherche et l'innovation sont fondamentales dans ces enjeux-là. Donc, on a deux nouvelles écoles qui nous ont rejoints, c'est le STP et ESEO, qui sont là depuis 2 ans et qui vont s'installer définitivement dans un campus métropolitain qu'on a construit, qui sera hyper innovant sur le plan énergétique, des économies et aussi en termes de connectivité. Et au sein de ce campus, il y aura un data lab qu'on est en train de préfigurer. Le CESI, qui est une belle école d'ingénieurs aussi par apprentissage qui grossit, ils vont passer de 300 à 1000 personnes et l'idée, c'est qu'on travaille avec eux plutôt sur la filière santé. Les IREM, qui a ouvert un département robotique-cobotique, qui est là aussi en lien avec le Creusot-Monceau et qui travaille aussi sur l'intelligence artificielle en 2020. Et puis l'école supérieure appliquée au design digital parce que tous ces sujets-là, à un moment donné, ont besoin d'être marketés, ont besoin d'être aussi travaillés sur ce plan-là. Très bien. Et puis nous avons travaillé avec de nouvelles chaires sur la data, entrepreneuriat, innovation et territoire avec Paris-La Sorbonne, notamment Carlos Moreno, la chaire Smart City, gouvernance locale de la donnée, donc on a la deuxième promotion qui a été lancée cette année, et puis une chaire sur les mobilités en lien avec l'université de McGill à Montréal. Ensuite, on a quelques nouvelles formations d'ici 2026 qu'on a en projet. Comment imaginer la ville durable sans école d'architecture? Donc, nous sommes la seule région qui n'avait pas d'école d'architecture. Donc, nous espérons assez vite avancer avec l'ESA. Donc, voilà, on est en train de travailler sur un programme transition et ville durable. Et puis, puisque nous avons un enjeu autour de la santé, je vous le disais, il nous manquait des choses sur les biotechnologies. Donc, là aussi, on travaille pour faire venir assez rapidement, on espère, Subbiotech, travailler avec notre dispositif santé, les UFR, le CHU, voilà, et les médecins. Et puis, on a quelques projets en IA, en cybersécurité, et surtout, on développe des partenariats avec des réseaux de premier plan que sont Vitagora, qui est un pôle de compétitivité sur la partie agroalimentaire, agroécologie aussi, Medicine sur le volet santé, et puis Cap Digital, qui est un cluster européen dans le domaine digital. Voilà, donc l'école intelligente, voilà comment ça peut se traduire très concrètement dans une rue. Très bien. Vous avez tout ça, vous avez des rues, vous avez de la mobilité, et donc le système de mobilité produit de la donnée, tout ça entre le tram, les bus, les vélos, les parkings en ouvrage, les parkings sur voirie, le paiement du stationnement, tout ça produit de la donnée dans le cadre d'un même contrat et ça nous permet ensuite d'offrir des solutions, des applications aux citoyens pour être plus efficaces. On a aussi On Dijon, donc le portail citoyen, qui nous permet de nous signaler l'éclairage public est défaillant, des problèmes sur la voirie, des problèmes de sécurité, des tags, une branche à cause du vent qui est tombée, qui pourrait être un obstacle. Et tout ça, les citoyens interagissent avec nous et nous permettent d'avancer. Il nous reste à travailler notre stratégie d'open data sur laquelle on est en train de travailler. Dès qu'il y a des enjeux de data, évidemment, on travaille aussi des enjeux d'éthique. Donc, on est en train de préfigurer un comité d'éthique. Et puis, on a ce fameux Living Lab qui sera au sein des deux futures écoles d'ingénieurs ESEO et STP. Et donc là, on est en train aussi de travailler cet enjeu-là. Voilà, donc tout ça interagit et demain, nous aurons une application citoyenne. On travaille dessus, on est en train de la tester avec... on a eu 1500 citoyens volontaires, bon, on en a gardé 150 parce qu'on ne peut pas à cette échelle-là travailler rapidement. Mais on est en train vraiment de co-construire cette application avec les citoyens. Bon, je vous montrerai ça ensuite. Voilà, donc notre ambition au final, elle se traduisait par deux grands enjeux. Créer un poste de pilotage unique des équipements pour avoir une gestion centralisée et connectée de l'espace public. Et la deuxième chose, c'était, à partir des données produites, à partir de ces interactions et de ces coordinations, développer un ensemble de nouveaux services numériques pour les habitants, connecter ça à l'enseignement supérieur, mais aussi imaginer les nouveaux services publics de demain. Très bien. Voilà, donc on a 4 grands domaines sur lesquels on a travaillé. Donc H2020, je vous en ai parlé, Smart Cities and Communities, les îlots à énergie positive. Le territoire d'alimentation durable 2030, je vous en ai parlé aussi, je l'ai développé un peu. Et puis, on a le bâtiment intelligent qui soigne et rééduque les patients, c'est le projet Réadaptique sur lequel on travaille.
Donc, il y aura de l'intelligence artificielle, de l'IoT, de la robotique, de la cobotique, la réalité virtuelle. Voilà, tout ça nous permet de prendre en charge les patients demain dans une logique d'éviter les rechutes et de réadaptation positive lorsqu'ils retournent chez eux. Et puis, on a le projet en cours Dijon Métropole Smart Energy, plus de 100 millions d'euros, où on va développer 2 stations de production et distribution d'hydrogène vert. Et on a voté la conversion de l'ensemble de la flotte de bus, donc c'est une centaine de bus et une vingtaine de bennes ordures ménagères pour avancer et justement faire en sorte que cette transition s'accélère et puis du coup économiser des tonnes de CO2, plusieurs milliers de tonnes de CO2. Très bien. Voilà. En synthèse, si je devais reprendre ce qu'on est en train de faire avec On Dijon et avec les autres projets, on a à la fois un travail ici sur les infrastructures, donc qui avance bien. Ce matin, je recevais, là, avant de vous rejoindre, la ville de Vichy, qui est une centaine de villes qui sont venues nous voir, dont une vingtaine étrangères. Et on a donc le portail citoyen ici qui nous a beaucoup aidé pendant la crise du Covid, j'en dirai un mot. Donc 1000 appels par jour aujourd'hui pour signaler un certain nombre de difficultés ou pour demander des renseignements sur les services de la collectivité ou des 23 communes. Ensuite, tout ça produit évidemment de la donnée. Donc, on va accélérer à travers ce portail citoyen avec une application Dijon qui reprendra à la fois la signalisation d'un certain nombre de choses dans l'espace public, mais aussi amener des e-services ou co-construire des e-services avec les citoyens. Donc là, on va passer de 1000 appels par jour à potentiellement, si c'est téléchargé, 200 000 smartphones secondes. Donc, on a un vrai enjeu de changement d'échelle. Et aussi, il faut tenir la promesse. Donc, on a visité pendant 2 ans 450 procédures de tout ce qui se passe dans l'espace public, qu'on a conforté, qu'on a rendu solide. On verra si ça tient le choc avec l'ouverture aux citoyens. Enfin, aussi vaste en tout cas. Et puis ensuite, toutes ces données produites là nous permettent d'avoir des données d'infrastructure avec le PCN Dijon, de la relation citoyenne qui nous permettent aussi d'affiner avec l'appli les besoins des citoyens et aussi des données d'usage progressivement qui émergent. Et donc, ça va nous permettre là aussi, dans une logique de co-innovation, d'imaginer un data lab, ça sera pour le futur, de travailler comme on dit, de manière croisée avec à la fois les citoyens, les entrepreneurs du territoire qui ont telle ou telle thématique qu'ils voudraient adresser, les ingénieurs qui seront sur place. Et donc, comme on sera sur le campus, on pourra mobiliser toutes les compétences nécessaires, mais aussi les agents du service public qui auront telle ou telle idée et voudront tester tel ou tel dispositif. Évidemment, ça sera ouvert aux entreprises. Et demain, dans la rue, comme je l'ai vu à Nantes, on pourra imaginer tester des dispositifs en lien avec les entreprises et avoir des retours citoyens. Donc ça, c'est assez enthousiasmant. J'ai vu quelque chose d'intéressant au MIPIM à Cannes, puisque j'ai discuté avec Hambourg qui a le Hammer Brooklyn Building. Et donc, dans ce bâtiment, ils sont en train d'imaginer quelque chose qui pourrait ressembler à ce Data Lab. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces coopérations-là. Et puis, sur le volet indicateur et sur le volet mesure, parce que tout ce qu'on fait, à un moment, il faut le mesurer, j'ai en projet d'aller voir le Stockholm Resilience Center qui fait des choses intéressantes sur le plan des indicateurs notamment. Très bien. Voilà. Alors, juste vous dire un mot sur la crise sanitaire. D'abord, ça a impacté durement toute la métropole, les entreprises. Donc, on a perdu évidemment, comme beaucoup, des emplois, mais c'est en train de revenir. En revanche, ce qu'on a su faire, c'est une vraie coordination avec tous les acteurs du territoire et très rapidement. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que ce qui paraissait impossible finalement, y compris dans les aides financières, dans tous ces accompagnements-là, avant, il fallait monter des dossiers, c'était très long. On a su le faire très vite en 15 jours. Donc ça, je pense qu'il faut le garder, cette agilité-là, et qu'il faut supprimer tous les échelons qui aujourd'hui demandent à remplir les dossiers, mais coûtent plus cher que l'argent qu'ils versent. Donc là, il y a un petit sujet d'efficacité à mon avis. Bon, je fais de la politique, donc moi, je suis pour la simplification de tout ça, sans le dire, parce que je pense que plus on en parle, moins on le fait. Voilà. Ensuite, le Dijon Métropole à l'épreuve de la crise sanitaire, c'est aussi le portail téléphonique qui a su passer de 7 jours à 7 jours sur 7, 24-24, alors qu'il était plutôt 9h, 9h, 19h, pour faire simple. Et avec une petite permanence le samedi, là, on a été, y compris le dimanche, en capacité d'accompagner les citoyens.
H24. Et puis, la salle de crise, on a pu coordonner avec l'exécutif métropolitain, avec le président, l'ensemble des maires, l'ensemble des services, les différentes problématiques qui se posaient à chaque fois. Beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses à imaginer assez vite, ensuite à structurer. Et donc, on a su aussi, grâce à ON Dijon, créer un dialogue commun 2 ans auparavant, ce qui nous a aidé à avoir des vraies coopérations de services entre la métropole, le CHU, les pompiers, la police municipale, la police nationale, notre opérateur de mobilité qui est Ulysse, et puis la Poste, voilà, tous les services de proximité qui Très bien. finalement font la vie quotidienne de nos concitoyens. Parfait. En conclusion? Écoutez, en conclusion, moi je suis très heureux de participer à votre Sustainable Summit parce que d'une part, ça montre que les villes avancent, ça montre qu'on est capable, sous réserve évidemment qu'on trouve les financements. Hein. Dijon, c'est un projet de 105 millions d'euros, dont 53 millions d'euros d'investissement, de réallouer des moyens, d'imaginer des modèles économiques innovants, d'aller chercher 65% d'économie d'énergie sur l'éclairage public, donc d'être utile à la fois à l'économie de la collectivité et à l'environnement, donc d'une certaine manière, je crois qu'il y a sustainable hein, dans le titre de cette conférence. Tout à fait. Donc d'être soutenable, d'être conscient que l'enjeu du développement durable, il est important, mais qui passe aussi, je pense, par l'enseignement supérieur, l'innovation, et l'innovation à tous les étages. Donc moi, l'enseignement, c'est aussi qu'il faut arriver à faire travailler les gens du terrain qui rendent le service, avec les gens qui font la conception, qui sont les ingénieurs et qui conçoivent aussi les technologies. C'est dans cette interaction-là avec le citoyen, parce qu'il y a beaucoup d'éthique à mettre dans tout ça, qu'on peut arriver à avancer, en tout cas si on veut un modèle français européen qui soit accepté par nos citoyens. Voilà. Merci beaucoup, Denis, pour votre témoignage et bon courage pour la suite.